Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match qui vient d'avoir lieu entre Seattle Sounders et le PSG pour cette troisième et dernière journée de Coupe du Monde des clubs. Franchement, sur ce match, il n'y a pas... Je sais que je l'ai dit assez souvent, mais pour de vrai, sur ce match-là, dans le contenu, vous verrez qu'il n'y a pas tant de choses que ça que j'ai à dire. C'est un match intéressant pour la suite, qui nous permet d'être donc premier de notre groupe, mais c'était un match pas si pertinent que ça. Sans plus tarder, place à l'introduction de cette vidéo. Place au générique de cette vidéo, autant pour moi. Alors dans ce court débrief, on va d'abord parler des compositions d'équipe, surtout celui du PSG, parce que comme vous l'avez vu, j'ai pas fait de vidéo d'avant-match pour le match de ce soir contre les Seattle Sounders, parce que je connais pas assez bien l'équipe. Et j'en ai parlé notamment dans un TikTok que j'avais fait 30 minutes avant le début du match. Pendant une 31 minutes, j'ai fait un petit TikTok pour en parler. Et je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo d'avant-match. Je l'avais déjà dit dans la première vidéo où on a joué contre l'Atlético, que je ferais pas notamment pour Botafogo. Parce que pour moi, il y a pas de pertinence à faire une vidéo d'avant-match si je connais pas assez bien l'équipe. Si je la connais un minimum, pourquoi pas, d'accord, quand c'est en Ligue 1, tout ça, je fais un minimum de recherche puisque c'est assez simple et assez rapide de trouver des choses à dire pour telle ou telle équipe. Mais quand c'est une équipe comme ça, sachant que c'est un autre contexte, là c'est une Coupe du Monde des clubs où la dynamique n'est pas forcément la même, la compétition est différente. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que les paramètres changent. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo d'avant-match. Si c'était une équipe européenne ou une autre équipe que je peux connaître un minimum, pourquoi pas. Peut-être une équipe brésilienne par exemple. Mais là par exemple une équipe américaine où je sais que je m'y connais absolument pas. Je voulais pas parler pour parler ou faire une vidéo d'avant-match. Peut-être que sur les prochains je le ferai à voir. Si je vois qu'en réalité j'arrive à trouver des choses à dire, que c'est un minimum pertinent. Là en tout cas je l'ai pas fait. Et pareil pour la vidéo de Botafogo. Je m'excuse, j'avais pas fait de vidéo parce que c'était, comme vous le savez, c'était dans la nuit, c'était à 3 h du matin. Et je me suis dit faire une vidéo à ce moment-là, sachant que je serais fatigué, ce serait difficile d'enchaîner dans la journée. Pour un match, on va dire, si peu pertinent dans cette compétition, tout ça, à titre personnel, vraiment, je me suis dit c'était pas la peine, donc autant ne pas la faire. Bref, pour parler de ce match-là, d'abord on va parler des compositions d'équipe, comme je vous ai dit. Ensuite, on va parler de comment s'est déroulé le match. Puis je donnerai, si j'en ai, mes top et flop et on verra à la suite ce qu'il y a à voir pour le PSG, notamment dans cette compétition, puisqu'on est qualifié pour la suite. Alors la composition d'équipe, je vais vous l'afficher directement ici. Et vous verrez que c'est la même que lors de la finale de Ligue des Champions. À un détail près, c'est Mayulu qui est titulaire en numéro 9, ou en faux numéro 9 plutôt, à la place de Ousmane Dembélé. Et déjà, moi, je trouvais ça très intéressant que, déjà, on le sait, Luis Enrique, il kiffe vraiment Mayulu. Donc, c'est bien qu'il lui donne du temps de jeu, qu'il puisse engranger, voilà, enchaîner un peu de matchs comme ça, c'est bien pour lui. Et je me suis dit, Mayulu, ça va être grave bien pour lui, puisque c'est un joueur, il est tellement polyvalent que le fait qu'il puisse jouer en tant que numéro 9, ça va lui apprendre tellement de choses, ne serait-ce que sur l'aspect tactique d'un match, en termes de QI football, il va en apprendre beaucoup. Sur son positionnement, ça va tellement le faire travailler que je me suis dit, là, c'est super qu'il puisse jouer à ce poste-là, sachant que voilà, c'est un match contre Seattle, c'est pas non plus comme quand on jouait contre l'Atlético ou quoi. Là, pour lui, il aura vraiment l'occasion de pouvoir se montrer là-dessus. Je dis pas forcément marquer des buts, mais se montrer, on a vu que c'était pertinent. Sur le deuxième but, c'est lui qui amène justement l'écart, qui fait que Hakimi derrière, il a beaucoup plus d'espace pour pouvoir marquer et être seul. Donc moi, j'ai kiffé vraiment ça. Et on sait que par exemple, Luis Enrique, quand il parlait des potentiels remplaçants que pouvait avoir Hakimi, il disait on en a pas mal. On a Zaïre Emery, on a João Neves, on a Mayulu. Il l'avait déjà cité dans ses conférences de presse. Et moi, j'étais choqué. Je me disais, mais attends, ça veut dire il le considère, alors que pour beaucoup, il est considéré comme un joueur offensif. Luis Enrique arrive à le considérer quand même plus, enfin, tout autant en tout cas, comme un joueur défensif. Et en fait, peut-être que c'est plus par rapport à un jeu de relance où il arrive à le considérer comme un joueur défensif. Mais je trouvais que voilà, c'était assez pertinent de voir que Luis Enrique, il pouvait considérer Mayulu comme un joueur un peu tout-terrain. Et bon, il est encore jeune, donc c'est excellent, moi je trouve, qu'il puisse le considérer comme un potentiel latéral à certains moments, comme un 8, un 10, un 6, et qu'il puisse même le considérer comme numéro 9 comme ça, parce que justement, il est encore super jeune. Ça veut dire, là pour moi, il vaut mieux qu'il essaye d'accumuler le maximum d'expérience, apprendre le maximum de choses, et plus tard on verra, après on le met à quel poste exactement, plutôt que par exemple s'il avait 26-27 ans, et là on est en train de le faire jouer à des postes qui ne sont pas les siens, et en fait il est en train de se perdre. Non. Là, on fait le maximum pour qu'il essaye d'apprendre le maximum de choses. Et après, plus tard, on verra à quel poste il se confirme. Je pense qu'il restera normalement en numéro 8, je l'espère, parce que je le vois bien rester avec Zaïre Emery à ce poste-là. Mais en tout cas, ouais, comme je l'ai dit, c'était très intéressant de voir que Luis Enrique lui fait confiance à... En fait, il fait plus confiance aux joueurs qu'au positionnement du joueur. Et ça, c'est incroyable, j'aime beaucoup ce truc-là. Bref, pour reparler du match dans son entièreté, au début, on a beaucoup fait tourner le ballon.
on a beaucoup fait tourner le ballon jusqu'à ce but qui est un peu casquette. Vraiment, ce genre de but, c'est un but qu'on aurait pu se prendre il y a quelques années, le PSG, parce qu'on est tellement parfois maladroit dans notre façon de faire et tout sur les dernières années, que je me dis, ce but-là, on aurait pu se le prendre. Heureusement, du coup, qu'il est validé pour nous. Au final, c'est dit que, enfin, officiellement, c'est mis comme quoi c'est Kvara qui a marqué le but, mais c'est plutôt Vitinha qui, on sait, il l'a marqué. Voilà, le ballon est dévié grâce à Kvara, donc ça lui fait aussi une passe D, tant mieux, mais c'est Vitinha qui a réussi à amener ce but-là sur coup de pied arrêté. Ensuite, on continue à gérer le ballon. On a vraiment, c'est le terme, on a le pied sur le ballon. On est en train de maîtriser notre match, d'accord? Mais pareil, jusqu'au deuxième but, on fait la même chose et jusqu'à la fin du match. Et il y a beaucoup de moments, malheureusement, vous me direz c'est que la Coupe du Monde des clubs, et c'est vrai, mais il y a beaucoup de moments où on a uniquement fait ça. On a mis le pied sur le ballon. On était là à gérer, on faisait tourner la balle, et on faisait tourner. Et j'ai beaucoup vu, moi, l'image que je retiens de quand on fait tourner la balle, si je dois citer un joueur précisément, c'est surtout Vitinha. Il y a aussi du Pacho, d'autres joueurs comme Ruiz, tout ça, mais c'est surtout Vitinha. Et ça me dérange parce que à la base, Vitinha, la différence qu'on peut faire pour moi entre un Vitinha et par exemple un Kangin Lee, hormis le temps de jeu, tout ça, c'est que Vitinha, normalement, c'est un joueur ok qui fait tourner le ballon, mais il a plus de la pertinence parce qu'il fait des passes longues. Il est là vraiment, et c'est ce qu'il a fait encore ce soir, mais il est tout le temps là à essayer de chercher une passe vers l'avant. Il voit que c'est bloqué, il fait un tour sur lui-même, il fait un deuxième tour sur lui-même, il voit que c'est toujours bloqué, ok, là il fait une passe derrière. Mais là, Vitinha, il réfléchissait beaucoup moins, il avait vraiment le pied sur le ballon, la semelle sur le ballon, et il était là à regarder autour de lui. Il voit que c'était pas possible, direct, il faisait une passe à Pacho, il faisait une passe à Marquinhos ou à un autre joueur, mais il cherchait pas directement la solution de l'offensive. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est une consigne encore une fois du coach ou autre, mais j'ai trouvé ça dommage de pas pouvoir enchaîner là-dessus. Et c'était l'équipe au global, comme je vous ai dit, qui le faisait, mais l'image que j'en ressors de tout ça, c'est surtout Vitinha. Pour parler sinon de l'ensemble du match, Warren Zaïre-Emery, il est rentré, ça m'a fait beaucoup plaisir, parce qu'on l'a vu que depuis sa blessure qui s'est fait en fin d'année 2024, il revient beaucoup mieux maintenant dans cette Coupe du Monde des clubs, et je suis très content pour lui de me dire que voilà, ça, Warren Zaïre-Emery, c'était pas une hype qu'on a eu sur lui pendant un an et demi, d'un joueur prodige, d'un joueur qui est un peu fort, qui est sélectionné avec l'équipe de France, tout ça. Non, en fait, c'est un vrai joueur qui est confirmé. C'est juste un moment, peut-être qu'il avait trop de pression, les blessures, tout ça ont fait qu'il a eu du stress. On le voit, c'est un joueur qui est introverti plutôt dans sa personnalité de tous les jours. Et là, le fait de voir que ça y est, il sait un peu plus s'affirmer, que ce soit physiquement, techniquement, qu'en fait il arrive à revenir et que c'est pas juste un joueur qui était là par la hype, on va dire, parce que c'est plus un travailleur, moi je le vois plutôt comme ça. Je suis content et je me dis, ok, on peut compter sur lui pour les saisons à venir, les mois à venir. Il sera pas forcément titulaire indiscutable à chaque fois, certes, mais au moins on est content de se dire que, ok, si Fabien Ruiz, si João Neves ne peuvent pas jouer tel ou tel match, on a Warren Zaïre-Emery qui sera derrière et qui sera pas juste derrière en mode, bon, on a personne, on le fait jouer, c'est relou. Non, là c'est vraiment, on compte sur lui sérieusement, c'est un potentiel joueur qui est dans le 11 titulaire, donc ça c'est très bien pour nous aussi d'avoir cet embarras du choix. Comme on dit, c'est un problème de riche, c'est un problème de luxe, mais tant mieux pour nous. Sinon, sur l'ensemble du match, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Et si on parle des tops et flops, cette fois, je le mettrai dans mes tops. Je mettrai Désiré Doué, je mettrai Hakimi. Et je pense qu'en troisième, comme ça, Hakimi, Désiré Doué, ça c'est sûr. J'en reparlerai après du Désiré Doué pendant longtemps. Sinon, l'autre que je mettrai, ce sera peut-être un Pacho malgré tout, que j'ai bien aimé. Donc je le mettrai parce qu'il a beaucoup plus touché le ballon. Et même si il est, comment dire, il est encore très délicat lorsqu'il touche la balle, bah, au moins il la touche et c'est bien, il tente des choses. D'ailleurs, pour parler du jeu au pied, Donnarumma aussi, on a vu, hein, il a failli faire des boulettes, mais c'est un joueur qui est beaucoup plus en train de toucher le ballon, qui s'entraîne là-dessus. Et même si on sait que c'est clairement pas sa qualité première en tant que gardien, le fait qu'il puisse autant avoir lui pour le coup, qu'il puisse avoir la balle pour lui, qu'il puisse être en la possession de la balle, c'est excellent je trouve. Et c'est très bien pour la suite, ça annonce que du bon pour moi. Parce qu'un joueur comme Donnarumma qui à la base est un gardien plutôt un peu plus classique, le fait qu'il puisse faire ce genre de choses, c'est très bien et ça l'entraîne énormément. Évidemment, il a évité le pire. Heureusement, derrière l'attaquant Ferreira, il s'est pas aligné un tir. Donc, ça a fait qu'il n'y a pas eu but. Mais à ce moment-là du match, ça aurait pu être très dangereux. On aurait pu se prendre une pression. Et qui sait, peut-être qu'on aurait fini disqualifié de cette Coupe du Monde des clubs. Heureusement, nous derrière, on gagne notre match. Et en plus, l'Atlético gagne son match grâce à Griezmann, sachant que ça fait 10 matchs d'affilée qu'il n'avait pas mis de but, Antoine Griezmann avec l'Atlético. Là, le fait de voir cet enchaînement-là, ça fait qu'on arrive à être premier du groupe. Ça nous sourit encore une fois, tant mieux pour nous. Mais c'était vraiment pas gagné d'avance. Ça me rappelle un peu, même si c'est pas la même pression, mais en termes d'enjeu, ça me rappelle un peu la phase de groupe l'année dernière où on jouait contre Dortmund et finalement on est à deux doigts d'être disqualifié de
de notre phase de groupe de Ligue des Champions. Et tu as Warren Zaïre-Emery qui vient dans les dernières minutes, qui est là, qui met un but, qui fait que derrière, je crois, on finit premier ou deuxième. Mais voilà, on n'est pas disqualifié de la Ligue des Champions. Là, c'est pareil un peu dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est bien, on arrive à tenir, on arrive à gérer, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Et notamment au deuxième but, comme je vous l'ai dit, qui vient d'une passe, qui vient d'un joueur. Ensuite, Barcola et qui l'a fait à Hakimi. Ce passeur, justement, c'est Désiré Doué. Désiré Doué, honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ce joueur-là, même si globalement, je reste quand même satisfait, il faut être honnête. Mais je me dis, c'est un joueur qui est excellent dans la passe. C'est pas la première fois qu'on le voit. Mais et pareil, dans les dribbles et tout, maintenant, il est plus pertinent. Mais parfois, dans ses frappes, il y a trop de grilleries, il y a trop de trucs qui servent à rien. Et c'est un joueur, pour moi, déjà, premièrement, qui n'est pas encore prêt à jouer 90 minutes. À chaque fois, je le vois dans les matchs. Et à chaque fois, je me dis, non, ce mec-là, à la place de Kvara ce soir, je ne sais pas si c'est parce qu'il est fatigué ou autre, mais je me dis, à la place de Kvara, personnellement, j'aurais clairement mis Désiré Doué sur le banc et j'aurais fait rentrer Barcola justement à sa place. Et là, le fait de voir l'inverse, justement, je me dis que est-ce que justement c'est un problème de, comme je l'ai dit, Kvara, il a été fatigué ou autre, je sais pas, mais moi, j'aurais voulu que Désiré Doué sorte parce qu'il n'est pas prêt encore à jouer 90 minutes. C'est un joueur très fort, mais c'est un joueur, en fait, c'est un diamant brut. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse le perfectionner, il faut qu'on puisse le peaufiner pour qu'il devienne qu'il soit au summum de son art. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Évidemment, de match en match, de minute en minute, c'est un peu comme un Lamine Yamal, il évolue, il devient de plus en plus fort. Le Désiré Doué de maintenant, c'est pas le même que le Désiré Doué de novembre, décembre, évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le fait de voir qu'il lui manque encore beaucoup de choses, que pour moi, il manque dans la frappe, il manque de lucidité, parfois il manque de pertinence, je me dis non, parfois il faut qu'on fasse rentrer Barcola, qui est pour moi un joueur beaucoup plus, pas confirmé, mais enfin pas expérimenté, pardon, mais confirmé justement. Et je me dis que c'est plutôt lui qu'on devrait faire rentrer, surtout lorsqu'il reste comme ça, voilà. 20 minutes, 30 minutes, tu gagnes 1-0 contre Seattle, même s'ils sont à domicile, il y a les conditions qui font que voilà, ils sont quand même en avantage, ils sont devant leurs supporters. Tu peux te permettre de faire entrer Barcola à la place de Désiré Doué, c'est pas non plus dramatique. Voilà, maintenant pour parler de la suite des prochains matchs, je me dis que ok, là c'est très bien, on s'est qualifié pour la suite. Si je dis pas de bêtises, à confirmer quand même, parce que je sais qu'il y a des matchs qui vont se jouer cette nuit-là, cette nuit même où je suis en train de vous parler. Notre potentiel adversaire sera normalement Palmeiras. Si c'est contre eux, ça va, je m'inquiète pas trop. Je pense que globalement, on pourra gérer le match. Je vous ferai sûrement une vidéo d'avant-match à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on fasse beaucoup plus. Là, le PSG, comme je l'ai dit, sur ce match-là, j'ai pas aimé. Il y a beaucoup de fois, on a fait tourner le ballon. C'est pas notre identité de jeu. C'est pas notre façon de faire. Donc, j'en attends plus. Évidemment, on gagne le match. Au final, c'est ce qui compte. Mais globalement, on a même bien géré le match. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il fait chaud. On est en juin. C'est pas non plus dramatique de faire ce qu'ils ont fait contre Seattle, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le fait de voir qu'ils fassent autant tourner le ballon, je comprends pas. Parce que si tu fais tourner le ballon et que tu alignes cette équipe, j'arrive pas à comprendre. Autant directement faire jouer d'autres jeunes, d'autres joueurs, où tu te dis que voilà, globalement, eux, ils sont capables de gérer le match. Eux, ils sont capables de non seulement engranger des minutes, engranger de l'expérience, et en plus dans des matchs, on va dire, où il n'y a pas non plus autant d'adversité, donc on les fait jouer. Mais là, le fait de faire ça contre cette équipe-là, j'ai pas vraiment trouvé la raison de le faire. Encore une fois, ça doit être les motifs de Luis Enrique. On verra contre Palmeiras. Pour moi, maintenant, la compétition, elle a vraiment commencé parce que, vu que c'est la Coupe du Monde des clubs, moi-même, honnêtement, je vous le dis, cette compétition, elle ne m'intéresse pas tant que ça. Maintenant que, voilà, on est dans la phase éliminatoire, là, c'est des matchs directement, où on sait qui va gagner, qui va perdre, qui se qualifie pour la suite. On peut jouer contre des équipes, soit de grandes équipes européennes, soit de grandes équipes, que ce soit africaines, sud-américaines, il n'y a pas de problème, mais ce sera beaucoup plus intéressant. Alors que la phase de groupe, c'est vraiment pas intéressant, honnêtement, je vous le dis, moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais à voir ce qui va se passer pour la suite, à voir si à partir de maintenant, pardon, la caméra l'avait coupé un petit moment, mais je reprenais, oui, je disais, à voir si à partir de maintenant que les phases de groupe sont passées, à voir si Luis Enrique, il considère vraiment cette compétition qui va se donner au maximum, que voilà, il va faire jouer vraiment les joueurs qui comptent. Je parle pas uniquement de Dembélé parce que lui, il est blessé, évidemment, ça compte pas, mais les autres joueurs, la façon dont il fait tourner l'équipe, même la tactique en soi, à voir comment il considère cette compétition. Mais voilà, maintenant, j'en attends plus. Et évidemment, c'est Palmeiras, voilà, c'est une équipe qu'il faut quand même un minimum considérer, à voir comment ça se passe. Mais voilà, je reste quand même confiant. Voilà, c'est pas comme si on avait fait un match horrible, que tout s'était mal passé. Non, au final, il n'y a pas de joueur qui est suspendu, il n'y a pas de joueur non plus qui est blessé. Tout se passe au mieux, donc ça va. Là-dessus non plus, il n'y a pas de pression à avoir en tant que tel. C'était tout pour ce débrief. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Je pense que ce sera l'avant-match, comme je vous l'ai dit, du coup, contre Palmeiras, où on verra ce sera contre quelle équipe. À une prochaine. C'était TMK Foot. Salut.